Jeudi 16 juin 2022, aujourd'hui à la révision des comptes estivales, les portes sont à l'honneur, oui, parce qu'il y en a qui aimeraient se faire sacrer à porte. Il y en a qui ont de la misère à ouvrir les portes. Il y en a qui vont bientôt se faire montrer la porte et il y en a d'autres qui franchissent allègrement la porte. Mais ce soir, toutes les portes sont ouvertes. Merci de me retrouver dans cette révision estivale de AEW Dynamite. On va parler de tout ce qui s'est passé hier, mais aussi de tout ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il s'en est passé beaucoup de choses dans les derniers 24 heures, dans les derniers 48 heures et dans les derniers 72 heures et plus. Donc, on va revenir sur tout ce qui s'est passé cette semaine. C'est la révision des comptes estivales. Ça commence maintenant. Benny is money, ay. Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. Du Studio B de C'est juste de la lutte, je suis Benny's Money. Merci de me retrouver ce soir pour parler de toutes ces nouvelles, parler de ce qui se passe et de ce qui... c'est comme un des pires mois de juin de l'histoire de la lutte, je dirais. Une mauvaise nouvelle après l'autre. Ça arrive, des fois. Mais là, on dirait que... ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de... Christy. C'est pas facile d'être fan de lutte, on dirait, ces temps-ci. Mais, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est... Le temps, la période, c'est tout brasse. C'est épouvantable à quel point tout est un peu bizarre. Mais on va parler de tout ça parce qu'il y a des liens il y a un lien que je fais tout de suite. Je pars tout de suite. Merci beaucoup d'être là. Je salue Germia qui est là, Daniel qui est là. Merci beaucoup de me retrouver. N'hésitez pas à réagir au fur et à mesure. Si vous avez des commentaires, des questions et tout ça, et des réactions aux différentes nouvelles et à ce qui se passe dans le monde de la lutte. Ça brasse beaucoup. Et, pardon, j'en perds déjà, hein? L'émotion. Le grand lien que je fais avec tout ça, c'est le Star Power. Et à quel point le Star Power nous fait faire des choses pas toujours belles, pas toujours le fun, pas toujours, tu sais, mais le Star Power a aussi ses bons côtés et aussi ses effets pervers. C'est le bon terme, je pense. Il faut commencer par peut-être le début de la semaine, malheureusement, ce qui a un peu choqué tout le monde, et avec raison, et déçu aussi, d'une certaine façon. Et c'est là que, des fois, le Star Power, c'est ça, ça ferait pas prendre des bonnes, super décisions. Et dans un contexte de rechute et tout ça, le dossier de Jeff Hardy, pas facile de parler de ce dossier-là, parce que c'est beaucoup d'affaires qui sont mixées ensemble. Rapidement, ça s'est viré aussi sur les réseaux sociaux. Finalement, la WWE avait raison. Fallait l'envoyer en désintox et tout ça. Et Tony Khan, quel irresponsable de l'avoir engagé, sachant ses problèmes et tout. C'est compliqué parce que c'est pas une situation qui est facile à jauger. Parce qu'il y a deux extrêmes, il y a le Jeff Hardy qu'on connaît dans le ring, le personnage, la personne qui, malgré tout son passé, a toujours été quand même extrêmement populaire. Et dans un contexte où, là, il a quitté la WWE, c'était très louche, très bizarre tout ce qui s'est passé. Bon, là, aller rejoindre son frère... Il y a beaucoup de gens qui pensaient, ça y est, maintenant, il va se retrouver en de bonnes mains. Les problèmes qu'il a eus dans le passé, tout ça va être éliminé. Mais quand on regarde la façon dont son très court passage, s'est déroulé à All Elite Wrestling, c'est un peu comme si tout le monde, quelque part, savait, consciemment ou inconsciemment, que Jeff Hardy était sur du temps emprunté et que ça n'allait pas durer extrêmement longtemps. Parce que si vous regardez tous les matchs, on a eu rapidement presque tous les matchs
je mets ça entre guillemets, de rêve. Et le star power de Jeff Hardy a été très, très, très rapidement. On l'a envoyé tout de suite contre Darby Allin, en équipe avec Sting. Ça n'a pas pris de temps qu'il faisait tout de suite des dives à travers des tables le plus haut possible. Les matchs, souvenez-vous du match de table contre Butcher and the Blade, qu'on trouvait que ça sortait de où? C'était bizarre. Tout de suite, on l'a mis dans le tournoi. Le match contre Darby Allin, c'était pétarade de feu d'artifice qui faisait mal et que c'était épouvantable à chaque coup. On les a envoyés finalement jusque dans l'affrontement à Double or Nothing entre les Young Bucks et les Hardys. Et ben, c'est peut-être le dernier affrontement entre ces deux équipes-là. On ne sait pas le futur, on ne sait pas ce qui va arriver, mais ça regarde mal pour Jeff Hardy. On a l'impression que cette drogue-là du star power et de toute l'adrénaline de la lutte et tout, pour réussir à faire soulever les foules, pour réussir à aller chercher le monde, et ben, il faut qu'il se garde un peu partout. Il faut qu'il fasse des stunts qui sont dangereux pour sa santé. Et malheureusement, ben là, il est allé au point de pas juste mettre sa santé en danger, mais la santé d'à peu près tout le monde qui était sur sa route, sur son chemin, en prenant le volant, avec, on ne sait pas trop comment il a réussi à louer une voiture, lui qui n'avait pas le permis nécessairement pour avoir un véhicule sans qu'il y ait, bon, toute la patente, là, je vous épargne tous les détails, mais bref, il a mis la santé et la vie de pas juste lui, mais de tout le monde en danger. Et à un moment donné, tu fais, oh, ouais, là, même si on veut être sympathique et dire que c'est un problème, que c'est une rechute, qu'il a besoin d'aide, ça, c'est indéniable qu'il a besoin d'aide. Mais à un certain moment, malheureusement, la drogue de toute l'euphorie, l'adrénaline, tout ça, ça peut plus. Malheureusement, on peut plus regarder Jeff Hardy, on peut plus juste faire « Oh, Jeff Hardy, ben oui, il va aller en cure ou va aller chercher de l'aide, puis demain matin, il va revenir, puis il n'y aura pas de problème. » Peut-être sans même qu'on le réalise, puis que même lui le réalise, c'était comme un peu, d'une certaine façon, une sorte de dernière chance un peu à All Elite Wrestling de dire non, 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 je suis correct, je me suis pris en main, etc. Là, c'est compliqué. Ça devient compliqué pour tout le monde d'être derrière Jeff Hardy et tout ça. Et c'était un peu triste. La vidéo, si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, son arrestation, les policiers, il n'était pas capable de vraiment coopérer, il avait de la difficulté juste à sortir de son véhicule. Après ça, bon, ben, tout le reste, là encore, je vous épargne, vous pouvez aller voir, c'est très facile de retrouver la vidéo maintenant. Mais c'est comme vraiment une star immensément déchue. C'est comme une rockstar de toutes ces musicographies qu'on voit. Et à un moment donné, après 30 minutes, ben, il tombe dans l'enfer de la drogue et ça vire mal. Et on dirait que c'est carrément l'histoire de Jeff Hardy, la rockstar. Et comme dit Germien en commentaire, le problème, c'est qu'on s'y attendait. Oui, mais en même temps, il y avait un côté de nous qui ne voulait pas s'y attendre, je pense. Il y avait un côté de nous qui se disait non, pas cette fois, parce que là, il est avec son frère. Là, les choses vont être différentes. Là, il ne sera plus sous la WWE dans un carcan, dans une affaire où il est peut-être pas heureux, peut pas faire ce qu'il veut nécessairement. Puis là, ben, tu sais, on s'est quand même beaucoup moqué de son addiction et tout. Est-ce qu'il était consentant et tout? On peut supposer que oui, qu'il était d'accord à faire les histoires, notamment avec Sheamus dernièrement ou durant la pandémie. Donc, on pouvait penser que là, bon, il est avec son frère, dans un autre système, tout va bien aller. Et finalement, non, ça s'est pas bien passé. Et malheureusement, c'est un plus gros coup que les dernières fois, je pense. Oui, on est habitué. C'est arrivé quand même assez récemment, dans les dernières années même. On n'est même pas obligé de remonter jusqu'à TNA, puis l'incident avec Sting, qui nous... Naturellement, on y pense, mais on n'est même pas obligé de remonter jusqu'à là. Les derniers moments de problèmes d'alcool et tout, c'était même pas si vieux que ça. Je pense que c'était dans les 5 dernières années.
Et malheureusement, ben là, cette fois-ci, on a l'impression, pas sûr pas sûr qu'il y a encore le même attachement, le même amour, même si on veut son bien, même si on veut qu'il se reprenne en main, puis que, tu sais, là, ça va être plus difficile, je pense, de le revoir dans un ring. Et puis même pour lui, dans son arrestation, malheureusement, il mentionne qu'il est supposé aller voir un médecin pour des problèmes au niveau du cerveau, etc. Donc, tu fais oui, à un moment donné, c'est plate, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup mis sa santé en péril. Est-ce que c'est un réel exemple ou contre-exemple pour toute la future génération? On pense à Darby Allin, par exemple, qui met lui aussi beaucoup sa santé en jeu. En même temps, le problème, c'est que pour tous les moves spectaculaires, épouvantables qu'on voit où on a l'impression qu'ils vont se tuer à chaque fois qu'ils se garochent dans des tables, des chaises, de partout, de très haut, euh, il y a un move, je veux dire, pas banal, mais relativement safe où Biggie se fait faire une souplesse, puis oups, ça se passe mal, puis c'est lui qui se retrouve à l'hôpital. C'est dommage, c'est ça c'est un peu malheureusement le risque de la lutte, c'est que les affaires les moves les plus capotés peuvent finalement ne pas laisser de séquelles et les moves relativement ordinaires, banals, quotidiens, ben un peu une mauvaise exécution, puis ça peut mal virer. Donc, est-ce que ça va vraiment servir d'exemple? Je pense pas nécessairement. On va peut-être, tu sais, on a lu l'histoire de Sting, si vous avez lu le texte qu'il avait écrit dans le Players Tribune sur ses problèmes de consommation et ce qu'il avait vécu dans ces années, presque ses années prime, mais surtout le début des années 90 et tout. C'est, c'est, c'est lourd aussi à lire parce que c'est ça, c'est des vedettes pour nous qui sont plus grandes que nature. Et c'est difficile parce qu'on les vénère, parce qu'on les voit comme tels, mais ils ont quand même très souvent des problèmes puis des choses qu'on ne sait pas ou qu'on apprend beaucoup plus tard. Et c'est dommage parce que Jeff Hardy, il a toujours été hyper adoré. C'est comme un symbole, justement, une espèce de rockstar de la génération de la fin de l'attitude era, puis le début oui, du début des années 2000. Donc, c'est comme une vedette, mais c'est ça. C'est un peu malheureux, mais malheureux. J'espère qu'il va au moins être capable de trouver l'aide qu'il a besoin, puis qu'il va avoir le support. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Et que mettre pas personne d'autre en danger, s'il vous plaît, parce il y en a eu récemment, si vous avez suivi l'actualité, Tammy, celle qui était Sony à la WWE, qui a justement des problèmes, elle aussi, intenses, et qui, malheureusement, a tué quelqu'un comme ça sur la route. Alors, c'est un peu... on n'espère pas, justement, que ça se rende jusque-là ou qu'il arrive quoi que ce soit pour Jeff Hardy. Jeremia qui dit... Jeff Hardy, on a peur pour lui sur un ring, oui, mais on est un peu rendu là, effectivement, et que ça découle aussi à l'extérieur du ring pour lui. Mais en fait, on lui souhaite qu'il puisse trouver de l'aide et tout. Mais parlant de trucs à l'extérieur du ring, la grosse nouvelle hier soir sortie par le Wall Street Journal, c'est l'enquête sur Vince McMahon. Et c'est assez spectaculaire, ça aussi, de penser que Vince McMahon, au point où il en est rendu dans sa vie, après combien d'épisodes de Dark Side of the Ring, on ne peut pas les compter, tellement il y en a des épisodes de Dark Side of the Ring où Vince McMahon pourrait avoir des squelettes dans le placard et avoir des trucs un peu louches, un peu bizarres. Voilà qu'une autre histoire sort, et là, cette fois, ben, c'est la WWE elle-même, le Board of Directors, donc le CA qui fait une enquête interne sur des allégations de versement un peu dans une espèce d'entente non divulguée
envers une employée qui aurait, je ne sais pas si c'est démissionné ou en tout cas qui a été congédié, mais en fait qui n'est plus à la WWE, qui aurait eu une aventure ou une relation extra-conjugale, disons ça comme ça, avec Vince McMahon. On l'aurait payé par la suite. Le montant, selon les allégations, tourne autour de 3 millions de dollars. Et cette même employée aurait aussi été forcée ou en tout cas envoyée vers John Laurinaitis, le directeur du personnel de la WWE maintenant. Donc, tout ça est un peu... C'est très bizarre, c'est très... en tout cas, c'est très... on ne peut pas nécessairement qualifier trop de choses parce que ça reste des allégations, ça reste une enquête en cours. C'est bizarre que tout ça sorte comme ça dans un contexte où récemment Stephanie McMahon a quitté de façon un peu impromptue et a décidé de quitter ses fonctions, s'occuper de sa famille et tout, ce qui est généralement un signe dans le milieu des entreprises que, oups, on a tassé quelqu'un sans que ce soit une réelle démission ou que ce soit un réel congédiement. C'est généralement l'excuse ou la raison qu'on annonce officiellement pour dire ah non, telle personne, ça va s'occuper de sa famille parce que bon. Et ça s'est fait de façon assez abrupte, je dirais. Et ben là, dans le contexte avec Vince McMahon, on a l'impression qu'il y a plus que juste une histoire ou une histoire parmi tant d'autres. Il y a comme quelque chose qui sent un peu le est-ce qu'on essaye de tasser Vince McMahon de ses fonctions? Lui qui a quand même un rôle extrêmement important, même dans le board, même au niveau des parts et tout. Y a quelque chose, est-ce qu'on essaye tranquillement de le tasser? Est-ce que c'est pour une éventuelle transaction? Ça reste très, très, très spéculatif. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, ça reste des spéculations énormément, mais c'est très bizarre que tout ça soit rendu public. Donc, c'est une drôle de situation parce que je ne veux pas, absolument pas nier ou en fait dire que c'est un problème qui est mineur, mais c'est juste que dans la longue liste des choses qu'on pourrait reprocher à Vince McMahon, on a l'impression que ça me paraît comme pas la chose numéro un. Tu sais, tous les scandales qu'il y a eu dans le passé, etc. C'est comme... Mais ça reste naturellement des allégations. Il y a aussi le fait que cet employé-là aurait été payé, je pense, le double de son salaire une fois qu'elle aurait été en relation. Je pense qu'on parle autour de 200 000 $, au lieu de 100 000 $ parce qu'elle a été en relation avec Vince. En tout cas, bref, c'est beaucoup de choses. Il y a aussi une enquête qui aurait été débutée sur, sur le comportement financier, donc les gens qui se sont débarrassés, ou pas débarrassés, mais qui ont vendu des actions, etc. Il y aurait des enquêtes aussi si le comportement des membres du CA aurait impacté l'action en bourse de la WWE. Bref, beaucoup d'affaires de business qui sont très étranges et qu'on additionne avec les 2 dernières années de pandémie, on a largué beaucoup de gens. On a, le roster, on le sait, il y a eu énormément de coupures dans les 2 dernières années. Même au niveau du personnel, on a aboli des postes pour des gens qui faisaient peut-être le même travail dans 2 contextes, comme sur le web ou à la télé. On a comme fusionné les postes pour mettre à pied beaucoup de gens jusqu'au VP de la stratégie et tout. Donc, il y a tout ça qu'on a beaucoup remodelé dans le modèle d'affaires de la WWE. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment où la compagnie n'a jamais été aussi profitable, ça reste un peu étrange, tout ça, de l'extérieur, mais j'ai hâte de voir les conséquences que ça va avoir au niveau du day-to-day. Est-ce que Vince McMahon et comment Vince et John Laurinaitis vont dealer et comment ça va être... est-ce que ça va être juste tassé en dessous du tapis, on n'en parle plus, ou si là, les histoires vont commencer à sortir, ou s'il y a des choses un peu étranges et louches qui vont sortir de tout ça.
On ne parlait pas vraiment depuis très longtemps de la relation entre Linda McMahon et Vince McMahon. Il y a tout à coup, aujourd'hui, il y a plein d'articles pour nous dire que, bon, les deux sont encore mariés, mais qu'ils vivent séparément, puis que c'est pas une relation qui va très, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on ne sait pas trop, mais c'est quand même paradoxal, tous les problèmes à l'extérieur de la business, alors que la business n'a jamais été aussi profitable pour la WWE. Ça reste très, on est encore aux étapes d'allégation et d'enquête et tout. Mais c'est quand même une situation assez bizarre où j'ai pas l'impression d'avoir jamais vu Vince McMahon aussi dans le pétrin que ça. On a l'impression qu'il allait être là jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort, en tout cas, pour être à la tête de la WWE. Là, tout à coup, on dirait que Nick Khan, la présence, depuis que Nick Khan est là, on dirait que ça brasse énormément. Mais en même temps, les profits sont là aussi. Donc, enfin, ça va être une autre histoire à suivre dans les prochains jours. Et ben, l'autre histoire qui a fait réagir énormément, c'est hier, Raj Giri de Wrestling Inc., qui était au match de l'Avalanche du Colorado contre le Lightning de Tampa Bay et qui, comme ça, entre la troisième et la prolongation, avait du plaisir. C'était tout un match de hockey hier soir. Sort comme ça que, ben, selon les sources qu'il a, Sasha Banks aurait été libéré par la WWE. On est presque à 24 heures plus tard. Il n'y a pas eu de confirmation ou quoi que ce soit. En tout cas, pas pour l'instant. Ça peut aller très vite, ce genre d'affaires-là. Ce qu'on a appris entre les branches, puis ça reste des rumeurs, puis il faut toujours prendre ça avec un grain de sel. Les avocats de Sasha Banks travailleraient très fort pour qu'elle soit libérée de son contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, c'est presque un automatique que tout le monde voit Mercedes Varnado se retrouver à la All Elite Wrestling. Ce qui serait, je pense, une très bonne chose pour All Elite Wrestling. C'est sûr qu'elle était une des tops de la WWE. Maintenant, est-ce qu'elle va se retrouver automatiquement à la All Elite? Je ne sais pas. L'avantage de la All Elite Wrestling, c'est sûr que ça peut lui... Elle n'est pas obligée d'être là avec un horaire qui est contraignant, je dirais ça comme ça, où elle est obligée de faire beaucoup d'house shows et que sa présence est requise nécessairement à chaque semaine. C'est sûr qu'elle a cet avantage-là si elle veut aller à All Elite Wrestling. Est-ce que ça va rehausser naturellement la division féminine? Ça reste à voir parce que, oui, c'est sûr que son talent, elle est une des top lutteuses au monde, ça c'est certain, mais en même temps, faut être deux. Faut être deux au moins dans un match et c'est pas dit que ça va nécessairement relever le niveau de tout le monde, mais ça peut pas nuire. Ça, c'est évident. Et l'autre aspect qui est très important, quand on parle de star power, c'est le stardom, le fanatisme, tout ce qui vient autour de Sasha Banks, qui est encore peut-être beaucoup plus grand que sa présence dans le ring. C'est qu'elle a énormément de fans. Et elle a des fans qui sont assez intenses sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça peut aussi attirer beaucoup de paires de yeux sur la All Elite Wrestling, provoquer un changement au niveau des codes d'écoute? Pas sûr, parce que on va en parler tantôt. C'est pas nécessairement peut-être au niveau des codes d'écoute, mais peut-être au niveau de la présence sur, je sais pas, peut-être l'Internet, la vente de trucs à l'effigie de Sasha Banks et tout. Ça peut avoir un impact aussi. Reste à voir, est-ce que, pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation, mais d'une façon ou d'une autre, je pense que ça risque d'être compliqué de toute façon pour Sasha Banks de retourner à la WWE, même si son contrat n'est pas encore, s'il n'est pas encore libéré de son contrat. Je pense que ça va être quand même très difficile pour elle de retourner, peut-être plus que pour Naomi. Mais on va voir ce qui va se passer. Pas de nouvelles plus qui a été. Il n'y a pas rien qui est sorti vraiment.
Sinon que ses avocats, semble-t-il, travaillent très fort pour la faire libérer de son contrat avec la WWE. Je pense que ça ne sera pas très long qu'on va la retrouver ailleurs. Jérémia qui dit peut-être aller au Japon. Je sais pas. Le problème du Japon, c'est qu'au niveau de la lutte féminine, je sais pas à quel point c'est payant et à quel point ça peut valoir la peine financièrement, peut-être, au niveau des apparitions et tout. Ensuite, Sasha Banks a quand même une petite carrière déjà au cinéma, été dans le Mandalorian, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a aussi ce côté-là, ce volet-là de sa vie qu'elle voudra aussi peut-être exploiter avant de retourner réellement à la lutte et tout, faire peut-être des films, etc. C'est pas impossible aussi. Elle a probablement le luxe de le faire et de se retrouver finalement avec une ou deux carrières, dépendamment des choix qu'elle veut faire. Mais certainement que Tony Khan va être sûrement très intéressé d'aller chercher Sasha Banks. Après, ben, ça peut être aussi le début de quelque chose aussi, parce que là, quand on commence à regarder le roster féminin de la WWE, ça commence à s'effriter beaucoup. Il n'y aura plus grand-chose. Il ne reste pas énormément de monde. Et là, ben, est-ce que le navire va tellement prendre l'eau que ce ne sera peut-être pas la seule des Four Horsewomen à se retrouver chez All Elite Wrestling. On connaît les liens entre Charlotte et Andrade, donc c'est un naturel aussi de peut-être penser que Charlotte pourrait éventuellement faire le saut. Ensuite, Bayley, peut-être, elle aussi, qui aurait certainement sa place à All Elite Wrestling. Peut-être dans le format de la All Elite Wrestling, peut-être encore plus que Sasha Banks, mais c'est sûr qu'elle a zéro le même star power que Sasha Banks, ça c'est évident. Mais ça pourrait être le début d'une transition, qu'il y a beaucoup de talent de la WWE au niveau du roster féminin qui quitte vers All Elite Wrestling. Enfin, ce sera une autre histoire à suivre. Mais tout ça pour vous ramener à All Elite Wrestling. Et quand on parlait de Star Power, c'est... faut le dire, c'est dommage. C'est extrêmement dommage. Et qu'est-ce que vous me dites quand je dis que c'est extrêmement dommage? Hier, c'est à peu près. Je ne veux pas dire que c'était un Dynamite parfait. C'était pas parfait hier. Mais, tabarouette. Comme fan de lutte, là, c'est difficile de demander à Tony Khan de faire un meilleur show que le show qu'on a eu hier en provenance de Saint-Louis. Oh, je sais même pas de prononcer le nom. Le chef Arena à Saint-Louis, au Missouri. En feu! Aïe, 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 en feu total. Les gens, là, bravo, chapeau à Saint-Louis, qui étaient heureux de retrouver All Elite Wrestling. Et ben, ça a commencé avec... on va y aller tout de suite. Je ne sais pas si je vous parle tout de suite des codes d'écoute qui m'ont déçu, parce que c'était un show parfait. Et ben, je peux en parler tout de suite. Quand je parle de Star Power, puis de... c'est ça qu'il faut que la All Elite finisse par faire. 796 000 de code d'écoute. 0.28, je pense, dans le démo. Mais il est quand même au deuxième ou tout près du premier rang, presque à égalité dans les émissions sur le câble hier. Donc, ce qui est donc dire qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de monde dans le démo, du moins, qui regarde le câble au mois de juin, quand il fait beau. C'est dommage, parce que t'as un super bon show, mais peut-être que c'est-tu le Star Power qui n'est pas là? C'est quoi la différence entre le 1,7 million qui regarde Raw cette semaine, où on a l'impression qu'il se passe absolument rien, que tu cherches le Star Power, que tu dis, qui à la WWE, faut absolument qu'on le voit, lui. Là, il n'y a presque plus personne. Et là, ben, on se retourne vers All Elite Wrestling où on se dit, vous allez nous donner un Will Ospreay, Dax Harwood gratuit comme ça à la télévision. Les Young Bucks en finale. Jericho
Ortiz pour commencer le show avec un Air versus Air match. Et, non, il y a 1 million de moins de personnes qui l'ont regardé. Parce que, c'est ça. C'est pas le même Star Power. C'est pas le même... Puis c'est triste un peu. Tu fais, comme... C'est presque... faites pas trop un bon produit nécessairement. De toute façon, c'est le même monde qui regarde. Mais c'est-tu le monde d'une autre génération qui regarde? C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est tough. Je lève mon chapeau à Tony Khan de gérer tout ça et de garder son sang-froid. Malgré que des fois, il ne garde pas souvent son sang-froid. Des fois, il s'emporte. Et on peut comprendre. Mais bon. Bref, on peut quand même apprécier tout ce qu'il nous offre. Et je ne veux pas nécessairement faire des grands résumés pour vous parler en long et en large. On va rester en mode estival pour passer au travers des différents matchs hier. Mais on a commencé avec Jericho et Ortiz. Le Air versus Air match. Et c'est fantastique. Fantastique. Un match où on se dit sur papier, c'est correct, c'est le fun, c'est rigolo, mais... Et là, à un moment donné, la foire pogne, et là, tout le monde, finalement, t'as Santana qui arrive, là, tout le monde, ça se bat à l'extérieur du ring, puis là, Eddie Kingston va rentrer pour donner un cheap shot à Jericho, qui va réussir à s'en sortir, et là, sorti de nulle part, Fuego del Sol avec Floyd, le bâton de baseball qui vient asséner un coup à Ortiz. Et là, ça sortait un peu de nulle part, mais faut se servir de son ting-ting. C'est pas vrai, mais moi j'ai vu ça. Le Wizard qui se sert de Fuego. C'était ça le gag. Et finalement, après le match, une fois que que Jericho a remporté le match, c'est Fuego qui enlève son masque. Et ce n'est pas Fuego, c'est Sammy Guevara qui revient au bercail, qui va rentrer dans le Jericho Appreciation Society avec Ty Conti. Est-ce qu'il y aura éventuellement des frictions entre lui et Daniel Garcia pour être qui va être le chouchou? Parce que j'ai l'impression que les deux sont un peu ont un peu le même rôle, Daniel Garcia et Sammy Guevara. Donc, éventuellement, on aura peut-être ça. Mais là, je trouve ça fantastique. Puis on connaît la relation entre Sammy Guevara, Fuego del Sol, qui sont des amis. Vous vous souvenez l'an dernier avec le contrat puis tout. Mais là, cette fois-ci, là, tu vas avoir un autre, Fuego del Sol, qui va finalement se retrouver avec une rivalité contre Sammy Guevara parce qu'il va être très choqué que Sammy ait pris son masque puis se soit fait passer pour Fuego del Sol. Puis là, les deux vont se battre. Puis, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'était de toute beauté. Et à la fin du match, une fois que Ortiz avait perdu, il s'est tout rasé la tête lui-même, même s'il y avait un barbier qui était là pour le faire. Non, il a pris lui-même le rasoir, puis il a commencé à s'arracher toutes les dreads à la tête. Puis là, il criait « Blood and Guts », qu'il va avoir lu dans 2 semaines. Puis en se rasant, il se coupait la tête. C'était beau. C'était très, très beau. Très, très beau. Puis la foule était absolument dedans à 100%. Très, très bon match. Je leur ai donné un bon 4$, moi, pour tout le divertissement, toute la patente. Beaucoup aimé ce match. Moins aimé, par contre, Wardlow. L'idée était peut-être bonne sur papier. Pas sûr dans l'exécution. Wardlow qui affrontait 20 gardes de sécurité. Mark Sterling qui avait fait une poursuite contre Wardlow, parce que dans les dernières semaines, toute la rivalité avec MJF s'attaquait souvent à la sécurité, etc. Donc, c'était comme la poursuite, et pour régler la poursuite, il y avait un match 20 contre 1. Ouais. C'est un peu dommage, parce que Wardlow, il y a comme quelque chose... C'était comme facile, je vais dire ça comme ça, de booker Wardlow. Et... finalement, toute l'image de lui qui arrivait menotté, avec des gardes de sécurité, pas de musique, les gens qui criaient Wardlow, il y avait quelque chose d'une espèce de charme qui était beaucoup plus organique et qui apparaissait comme, sorti de nulle part, mais sorti de la foule et sorti de l'intérêt des gens envers Wardlow. Là, là, c'est terminé tout ça. Là, on essaye de le garder comme un monstre. On essaye finalement de l'occuper parce qu'on sait que
on va pas nécessairement tout de suite l'envoyer vers... Là, après, il y a eu le truc vers le titre TNT. Mais on dirait qu'on étire un peu les choses, puis on essaie de le garder hot, mais ça... Il y a comme quelque chose qui manque au niveau, je sais pas, de l'intérêt. Et malheureusement, ben, dans l'exécution, c'était un peu approximatif. Dasha, qui était là en remplacement de Justin Roberts, était obligé de dire bon, ben là, le premier garde de sécurité puis l'autre garde de sécurité ont été éliminés. Puis après ça, ben Wardlow s'est mis à. Il leur servait des powerbombs puis il faisait comme une petite montagne avec eux pour faire le pin. Mais ça avait comme plus ou moins de sens. Puis là, ben, il en éliminait 4 à la fois, puis 4 à la fois. Puis à un moment donné, ben, lui, il les a tous éliminés. Puis ça a pris 4 minutes, puis c'était fini. Je me serais attendu au moins ou quelque chose où que le dernier garde de sécurité, oups, ça soit pas un autre kidam qui est facile, qui ait quelque chose, qui a un plan derrière ou qui ait comme d'une certaine façon un petit un contretemps qui fasse que Wardlow, alors qu'on pense qu'il va dominer, finalement, oups, ça se revient contre lui, puis il y a un piège, puis etc. On est allé dans la direction qu'après le match, Dan Lambert et Scorpio Sky étaient dans les loges en haut, puis ils ont un peu menacé Wardlow en leur disant qu'ils avaient des amis du MMA qui étaient dans la première rangée, qui étaient, j'avais leur nom, Tyron Woodley et Matt Hughes. Et là, ben, finalement, les deux sont rentrés dans le ring et ben, finalement, ils ont juste envoyé Mark Sterling vers Wardlow, puis il a fait une powerbomb. Et ils leur ont serré la main. C'était très awkward aussi, tout ça. C'était pas super réussi, malheureusement, comme segment pour Wardlow. Mais c'est pas grave. Il va rester hot. Il va rester fort. Et là, ben, on va le diriger tranquillement vers un affrontement contre Scorpio Sky. J'ai l'impression que c'est comme dommage parce que Scorpio Sky aurait pu être un bon champion TNT. Mais pour l'instant, tout est tellement. Ça a été tellement pédale-frein. La confusion avec la rivalité avec Sammy Guevara. On ne sait plus s'il est babyface, heel, qui est babyface. Tout ça était un peu. Puis là, ben, on dirait qu'on y croit pas trop. On ne fait pas lutter nécessairement Scorpio Sky très souvent. Et ben, on va avoir besoin. Je sais pas. Je suis un peu embêté par. Le règne à date de Scorpio Sky. C'est pas super réussi, ça non plus. Fait que c'est un peu dommage. On dirait que l'affrontement va arriver, mais probablement beaucoup trop vite dans les faits. En fait, je sais pas comment on va dealer avec tout ça, mais je suis pas sûr. Puis on dirait pas. Je comprends que Wardlow peut passer les étapes, mais je le trouve pas comme champion TNT. Je sais qu'il a dit la semaine dernière qu'il voulait pas, il voulait attendre, il n'a pas voulu être dans la bataille royale non plus parce qu'il veut affronter CM Punk quand CM Punk sera de retour. Genre, je comprends, mais on dirait que je ne trouve pas du niveau de la TNT, mettons. MOC qui nous dit salut MOC. Sky et Sammy, ça a été tellement long qu'on dirait que ça a perdu beaucoup de valeur. Oui, malheureusement, puis le flip-flop. Puis ah ouais, finalement, il reprend, puis là, il reprend, puis là, pour pas nécessairement grand-chose, pour pas élever. Tu sais, ça a été beaucoup dans les derniers temps. Il y a eu tout. Bon, ben avec Cody, là, la ceinture intérimaire. Là, après ça, Sammy qui reprend. Il perd contre Scorpio, reprend. En tout cas, bref. C'était pas. Effectivement, ça n'a pas donné une belle valeur au titre TNT, malheureusement. Ça arrive. Mais il va falloir retrouver quelque chose de plus pertinent pour mettre en valeur le titre TNT. Puis là, il y a un autre titre qui s'en vient. Est-ce que le titre TNT va encore retomber plus bas dans la carte? Je ne sais pas. C'est un peu compliqué avec le nouveau titre qui s'en vient, dont on va parler un peu plus tard. Dans les matchs qui s'en viennent. Le match suivant, ben ça a été pour moi. Tu sais, des fois, on se demande, c'est quoi ton style de lutte? C'est quoi t'aimes dans la lutte? C'est quoi le... Dax Harwood, Will Ospreay. C'est... je vous le dis tout de suite, j'ai mis 4,75$ à ce match-là, tellement j'ai adoré ça. J'ai gobé ça comme
un enfant devant une machine à bonbons. C'était là fantastique, fantastique, fantastique ce match. Stiff, le côté old school, le côté spectaculaire. Ospreay qui est fantastique dans un ring, Will Ospreay. Et on peut au moins se réjouir que les gens aux États-Unis, qui sont peut-être pas familiers, vont apprécier Will Ospreay. Et c'est bon pour lui parce que je pense qu'il mérite amplement d'être considéré comme un des meilleurs lutteurs au monde. Si vous n'avez pas vu en début d'année son match contre Okada, ça c'est plus que du 5. Là. C'est pas loin du 6, honnêtement, là, tellement c'était fantastique le match avec Okada en début d'année. Et tu vois, moi aussi qui donne 5 je comprends. La seule raison pourquoi j'ai pas donné 5 c'est qu'il n'y avait pas nécessairement d'enjeu pour ce match-là. Il n'y avait pas de titre ou il n'y avait pas, il y avait pas de clause ou que ça donnait pas nécessairement. C'était juste pour qu'on ait un affrontement entre les deux, ce qui était quand même fantastique. Harwood qui a une année 2022 assez spectaculaire. Quand tu regardes le nombre d'affrontements de qualité qu'il nous donne en simple, puis même en équipe, les matchs qu'ils ont eus contre les Briscoes, entre autres. C'est une très grosse année pour Harwood et pour FTR. Et c'est vraiment beau de voir ça. Les claques, les chops dans ce match-là, c'était stiff, ça faisait mal, c'était toute beauté. Les German suplex, Ospreay qui a pris presque 6. Il y en a eu 5 d'un coup, après ça, il y en a eu une autre. C'était fantastique. Puis dans les moves même de base, je disais Ospreay qui fait juste un crossbody à l'extérieur. Juste ça, de la manière qu'il le fait, tout est fabuleux. Tout est presque parfait. Donc j'ai adoré ce match-là. M aussi qui dit Ospreay et Dax luttaient comme s'ils s'étaient affrontés plusieurs fois. Exactement. Les deux dans le ring, là, les deux styles matchaient tellement bien. On ne sait pas ce qui va arriver encore nécessairement pour... là, on sait que à court terme, on va savoir son affrontement parce qu'après, là, les deux clans qui se sont affrontés dans le ring, après, le clan de United Empire, toute la gang, ensuite, ceux du... Cash Wheeler est venu aider Dax Harwood et les Best Friends et est sorti de nulle part. Orange Cassidy, finalement, pour défier Will Ospreay. Et c'est le match qui a été annoncé pour Forbidden Door, Will Ospreay contre Orange Cassidy. Ça va être sûrement un excellent match, mais je ne sais pas à court, long terme, dépendamment de si il n'y a pas Bryan Danielson qui se retrouve à aller au Japon, etc. Mais Bryan Danielson, Will Ospreay, ouch, que si on a la chance de voir ça en 2022, Opelai, c'est probablement un des matchs qui pourrait être un des matchs de l'année aisément. Je ne sais pas dans quel contexte on pourrait voir ça, mais tout de suite, c'est la chose qui me vient à l'esprit que ces deux-là, ensemble, pourraient faire énormément de flamèches et nous donner tout un affrontement. Mais bref, Dax Harwood, c'est probablement une de ses plus belles années, sinon sa plus belle année, j'en suis convaincu. En plus, qui était avec Bret Hart la semaine passée. C'est fantastique. Bravo à FTR. Et oui, il y a aussi qui dit, c'est vrai, on n'en a pas parlé dans Dynamite, mais c'est vrai, au dernier pay-per-view, ou en fait, événement de New Japan, il y a Zack Sabre Jr. qui a défié Bryan après dans une vidéo, mais aucune mention de Bryan Danielson pour Forbidden Door. On ne sait pas trop. Il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens pour Forbidden Door, même si on est à moins de presque 10 jours maintenant. Oui, on est à 10 jours de Forbidden Door. On n'a pas nécessairement tout annoncé, on ne sait pas trop. Je pourrais en parler. On peut en parler tout de suite parce que, bref, après, c'était Moxley et Tanahashi qui ont fait un face-à-face. Et par la suite, il y a eu aussi Jay White qui a refusé le défi de Hangman Page. Hangman Page qui a un peu mal calé sa shot la semaine dernière en disant qu'il voulait affronter Okada. Malheureusement, Okada a perdu contre Jay White. Donc, à cause de ça,
Hangman Page voulait quand même lancer le défi. Là, c'était pas clair. Est-ce qu'il voulait défier Jay White ou il voulait encore défier Okada? J'avais l'impression qu'il voulait quand même défier Jay White pour le titre de la IWGP. Mais finalement, Jay White est arrivé par derrière, lui a fait son Switchblade, pas Switchblade, en tout cas, le Blade Runner. En fait, le move de Jay White. Bref. Et après, il a dit que non, il n'allait pas accepter son défi. Adam Cole aussi voulait défier pour le titre de la IWGP, mais non. Lui aussi a été tassé. C'était bizarre, c'était cocasse un peu quand même. Cole qui pensait que c'est lui qui affronterait Jay White. Mais en même temps, ils sont comme supposés être du même bord. Fait que c'est un peu étrange. Mais bref, Jay White a donc refusé les défis. Donc on ne sait pas. On ne sait pas non plus si Okada va-tu être là ou pas. Il y avait des rumeurs comme quoi que sa femme était enceinte et qu'elle attendait peut-être un bébé, etc. Mais finalement, non, ça a été nié que c'est pas dans les prochaines semaines. Donc, bref, je sais pas. Ça reste à voir. On ne sait pas exactement quels seront les rôles de tout ce beau monde-là dans le Forbidden Door. Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas eu besoin nécessairement d'annoncer de match ou quoi que ce soit pour vendre tous les billets à Chicago? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on va attendre la dernière minute pour annoncer les gros matchs, question de créer le plus de buzz possible juste avant le pay-per-view pour que les gens achètent? Peut-être. C'est peut-être ça la stratégie, pour pas que les gens oublient. Mais on va voir. Donc, quand même, Jay White, Okada, qui ne sont toujours pas annoncés à 10 jours de Forbidden Door. J'imagine, ça serait bizarre que ces deux-là ne se retrouvent pas sur la carte. Pas impossible, mais ça serait bizarre. Donc, je reviens à Moxley et Tanahashi qui ont fait un face-à-face. Moxley, là-dessus, quelle promo de Moxley. Allez voir ça. Juste la façon dont il sait qu'il va aller. Il va être obligé de faire une promo tout seul, mais il faut qu'il nous vende Tanahashi tout en voulant lui dire que, ben non, il veut le planter. Et Moxley, c'était un exercice réussi à 100% de la part de Moxley pour nous dire que Tanahashi, c'est The Ace et c'est celui qu'il veut affronter depuis 3 ans. Et Tony Khan a dit en entrevue que c'est lui qui voulait, d'une certaine façon, bloquer cet affrontement-là parce qu'il ne voulait pas que ça se retrouve ailleurs ou que du moins la All Elite ne soit pas impliquée d'une certaine façon dans un match entre Moxley et Tanahashi. Donc, il a comme un peu mis des bâtons dans les roues à chaque fois où ce match-là aurait pu avoir lieu. Et peut-être avec raison, vu le statut de ces deux gars-là, des deux tops. Et Moxley a fait, encore une fois, ça, un travail incroyable pour nous vendre Tanahashi et vendre sa motivation de le battre et que c'est lui qui soit considéré le meilleur lutteur au monde. Et Tanahashi n'a pas eu le temps de répondre parce que tout à coup, Jericho est revenu avec la Jericho Appreciation Society. Finalement, avec l'aide de Lance Archer et de Desperado, là, il fallait suivre, puis c'est très compliqué parce que là, finalement, Desperado et Lance Archer sont venus attaquer Moxley et Tanahashi par derrière. Finalement, tout le monde s'est retrouvé dans le ring et c'est finalement, tout ça, c'était pour faire le setup de Jericho va être avec Minoru Suzuki, finalement le maître du clan des deux, de Lance Archer et de Desperado, en équipe. Et ils vont affronter Wheeler Yuta, ils vont affronter Eddie Kingston. Et là, le nom, le troisième, malheureusement, je m'échappe, mais c'est celui que Jericho avait affronté au Japon. Donc, les trois vont s'affronter. Ils vont faire un match 3 contre 3 à Forbidden Door. Donc, ça va être intéressant, mais c'était un peu segment chaotique, finalement, pour revenir à, finalement, Moxley et juste Tanahashi, d'insérer toute la patente. C'était un peu compliqué, mais correct dans l'ensemble. Mais en tout cas, bref, gros travail de Moxley sur ce match-là, sur cette promo-là, oui, où il a fait un travail fantastique pour nous vendre tout ça.
MOC qui dit Shooter ou Mina. C'est ça. Merci beaucoup, MOC, de me ramener exactement. C'est celui que je cherchais, que Jericho. Et si vous allez voir là, sur le Twitter de Jericho, les deux se sont envoyés quelques des petits tweets, justement. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Merci. Un petit coucou de France de Wange, je sais pas. D'après moi, je le prononce pas bien, mais merci. Merci d'être là. Et MOC qui dit que CMLL, voilà, au Mexique, qui ont bloqué Penta, Andrade, Phoenix pour les empêcher d'être sur la carte de Forbidden Door, oui, avec la New Japan. C'est un peu bizarre, cette affaire-là, bien honnêtement. Je trouve ça un peu étrange que ça ne fasse pas partie, ou en tout cas que les contrats soient comme ça. Après, là, on ne connaît pas toutes les ententes et les liens entre toutes les compagnies. Mais c'est un peu plate qu'on ne retrouvera pas Andrade, Phoenix et Penta à cause de AAA. Je trouve ça un peu, en tout cas, je trouve ça un peu bizarre, mais bref, en fait. C'est un peu poche, je dis ça comme ça, là. C'est pas... mettons, dans le contexte de Forbidden Door, c'est un peu spécial qu'il y ait des portes qui soient fermées. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est la vie. Ensuite, ben, on a eu justement, on parlait tantôt du titre, la All Atlantic Championship et le tournoi, deuxième match du tournoi où cette fois Ethan Page affrontait Miro. Très très bel affrontement, un beau 10 minutes. Miro qui est fantastique, fantastique dans sa puissance. Puis Page qui a bien fait son travail dans le heel arrogant, fatigant, s'est attaqué au bras de Miro et tout. C'était très bien fait. Match dans la construction, parfait pour mettre les deux en valeur. Et j'ai trouvé que ça a été très, très, très bien fait. Autant du côté de Page que de Miro. Et là, la semaine prochaine, ben, avec la victoire de Miro, on va voir Miro contre Pac. Je pense que les deux finales de chaque côté vont avoir lieu à Forbidden Door pour donner finalement le nouveau champion de la All Atlantic Championship. Donc, Miro contre Pac. Wow, que ça va faire des flamèches. MOC qui a donné 3$. Moi, j'ai donné un 3,5$. J'ai trouvé que Page avait fait très bien son travail pour faire bien paraître Miro. Et malgré le fait que les deux étaient... ils pouvaient se regarder face à face et tout, mais ils étaient tout arrogants, puis ils faisaient des faces et ils faisaient beaucoup de crowd work avec la foule et tout. J'ai bien aimé le travail de Page. Puis il a mangé une bonne rince. Une bonne rince de Miro qui était bien agressif. Pour aller gagner ce match-là, j'ai bien aimé. Ensuite, match féminin de la soirée. DMD qui affrontait Toni Storm dans un espèce de match revanche de leur affrontement dans la Owen Hart Cup. Et l'histoire du match, c'est dommage parce que je trouvais que c'était un bon match. Il y a eu une intervention de Thunder Rosa en début de match pour courir après Jamie Hayter, l'empêcher d'intervenir dans le match. Donc, elle a comme couru après elle, puis elle l'a chassé, l'a ramené en coulisses. Et là, malheureusement, on avait comme un bel affrontement entre les deux. Et là, tout à coup, arrive le hip attack qui, Toni Storm, vraiment là-dessus, c'est vraiment fantastique, ce move-là, où elle arrive à pleine vitesse dans le coin et avec un bon coup de fesse directement d'en face, faire voler. Et Britt Baker l'a vraiment vendu énormément, tellement qu'elle l'a comme survendu, comme si, non, c'était legit. On n'était plus dans le kayfabe, elle était vraiment blessée. Là, l'arbitre était à côté. Là, on ne savait pas trop. Là, la foule a commencé. Et là, finalement, tout ça était un leurre pour tenter un roll-up, que ça n'a pas fonctionné. Et finalement, c'était renversé. Et Toni Storm est allé chercher la victoire. C'était comme... On avait un bon match. Pourquoi niaiser avec cette affaire-là pour finalement
jouer avec peut-être qu'il était blessé pour vrai, peut-être qu'il n'est pas blessé pour vrai. J'ai pas compris. Ça servait pas à grand-chose dans ce match-là. Tu peux jouer à ça, mais pas sortir du kayfabe. Tu peux faire semblant que tu as une blessure dans le match, puis que tout le monde sait, mais tout le monde comprend. Puis là, ben finalement, oups. Mais là, c'était comme... quand les gens font comme, oh, il est peut-être blessé pour vrai. Oh, shoot. Ah. Puis là, finalement, oh non. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé qu'il ait décidé d'aller là. Puis c'est dommage parce que sinon, il y avait quand même... C'était mieux que leur dernier affrontement. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le choix qu'ils ont décidé de faire. J'ai pas aimé. 2,50 $, malheureusement, pour ce match. Et moi aussi qui me dit que ce sera plutôt un four-way. OK, c'est là je comprends. Je pensais pas que c'était un four-way. Je pensais qu'il y avait 2 demi-finales. Je me suis fait avoir par les brackets. Merci, moi aussi. Donc, ça va être un four-way avec le gagnant. La semaine prochaine, ça va être Penta et Malakai Black. Et il y aura aussi un affrontement de New Japan, donc qui va être qui n'a pas encore été annoncé, où finalement, on va avoir un 4e. Et ça va être un four-way. Très cool, ça. Une bonne... ça va être un excellent match, mais quand même, j'aurais aimé que Miro affronte Pac 1 contre 1, ça aurait été cool. M aussi qui nous dit que Britt a paru faible, malgré qu'elle a voulu tricher. Ouais, c'était pas super réussi. C'était pas... non. Et M aussi qui dit que c'était un cannonball. Non, c'était pas un cannonball, parce qu'un cannonball, il faut qu'elle fasse un flip. Comme Kevin Owens, par exemple. Ou Kevin Owens, lui, fait un cannonball dans le coin. Mais Tony Storm a fait juste se revirer. Fait qu'il n'y a pas de flip par en avant. Hey! Ho, ho! Hey! Hashtag. Genre expert de la lutte. Mais pas tant. Mais bref. Ça fait très mal. C'est ça qui est important de savoir. Très, 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 très mal. Le main event de la soirée, c'est les Young Bucks qui affrontaient Jurassic Express dans un match pour les titres par équipe de la All Elite Wrestling. Ça aurait dû être un match three-way avec les Hardy Boys, mais malheureusement, on sait ce qui est arrivé cette semaine. On en a parlé un peu plus tôt. Donc, c'était un match finalement où les titres étaient accrochés. Donc, un match d'échelle, mais que finalement, ça peut être un TLC aussi. Mais il y avait pas ils n'ont pas utilisé de chaise. Presque. Parce que finalement, la chaise aura servi à la fin du match. Est-ce qu'on a besoin d'en rajouter sur les Young Bucks et Jurassic Express? C'était assez spectaculaire. Des tables qui ont littéralement explosé. Je ne sais pas où ils ont acheté les tables qu'ils ont utilisées pour ce match, mais c'était les tables les plus explosives que j'ai jamais vues. Dès que quelqu'un passait dedans, c'était comme... tout pétait comme dans les jeux vidéo. C'était fantastique. Et Luchasaurus, lui, c'est lui qui a reçu le plus gros de ces tables-là. Je pense qu'il a passé au travers d'au moins 2 tables. La dernière, c'était plus que 2 tables. C'était 4 tables. Lui qui était juché au haut de l'échelle et qui a été poussé par les Young Bucks. Nick Jackson qui a saigné de la bouche je pense que c'est quand il s'est retrouvé justement où ce que Luchasaurus a passé à travers de la table à l'extérieur et où il a fait un crossbody. En fait, Luchasaurus est tombé sur les Young Bucks à l'extérieur et je pense que c'est à ce moment-là que Nick a semblé être frappé au niveau de la bouche, du nez. Beaucoup de sang pour Nick Jackson. C'était fantastique. Les moonsaults de Jungle Boy qui se fait contrer par 2 super kicks. Fantastique. Les Northern Light suplex de Matt Jackson pour envoyer Jungle Boy dans une échelle. Ça aussi, vraiment très bien fait. Oui, c'est un moonsault de Luchasaurus à l'extérieur qui a fait saigner Nick Jackson. Et, en fin de compte, tout ça pour permettre aux Young Bucks de redevenir champions par équipe. Et, à la fin, on le voyait venir depuis très longtemps, mais ça a été tellement bien joué. Le Christian qui est venu pour aider d'abord Luchasaurus, puis ensuite, Jungle Boy qui avait besoin du médecin à la fin du match pour sortir du ring.
Christian est rentré dans le ring, il est venu pour l'aider. Et là, finalement, juste avant de lui permettre de passer par-dessus, ou en fait, entre les cordes pour sortir du ring, ben Christian l'a intercepté avec le kill switch et le classique, le concerto à Jungle Boy pour signifier que c'était terminé leur alliance et que finalement, on allait probablement entrer rapidement dans un programme entre les deux. C'est de toute beauté, c'était le fun, c'était très bien fait, ça valait, c'était parfaitement exécuté. Et si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo aussi qui a circulé de Christian qui est allé mais un peu engueuler la mère de Jungle Boy qui était aux abords du ring avec la sœur de Jungle Boy aussi. Et il était pas fin. Il a dit « Ah, t'as élevé une petite vidange. » C'était pas gentil. C'était pas très gentil de la part de Christian. Mais ça valait vraiment le coup. Très, très, très bon match. 4,5 $. J'ai adoré ce match-là. Mais en même temps, t'as les Young Bucks, t'as Jurassic Express, t'as des tables, t'as des échelles. Peut pas demander mieux. C'était fantastique. Et moi aussi qui donne 4,50 $. Et qui dit il aime comment Luchasaurus est tombé. Parce que oui, il fallait qu'il passe au travers de 4 tables installées. Et il était sur le côté d'une échelle et il fallait vraiment qu'il time son affaire pour le tomber sur le dos, passer au travers des tables et tout. C'était très, 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 très bien fait. Ça aurait pu être très dangereux. Il faut quand même... Il est dans le ring, l'échelle, les cordes et tout. Ça peut être facilement raté, mais il l'a très bien exécuté. Donc, oui, grosse performance et la trahison. Et on a déjà hâte de voir le heel turn de Christian puis les prochaines promos et ce que ça va donner. C'est fantastique. C'est 1 an de construction. Jungle Boy qui avait battu Christian à Double or Nothing dans la bataille royale, la Casino Battle Royale en 2021, puis tout ça, puis finalement... toute l'alliance ensemble leur permet de devenir champion. Puis finalement, les envoyer contre tout le temps les meilleurs et finalement les faire en sorte qu'ils en mangent des maudites, mais qu'ils s'en sortent. Et au moment où ils n'arrivent pas à s'en sortir, qu'ils perdent les titres, bang! Christian qui exécute sa vengeance. C'est fantastique, c'était très bien fait. Très, très, très belle trahison et belle conclusion pour ce Dynamite. Qui malheureusement n'est pas allé chercher des grosses cotes d'écoute, mais rien sur le câble est allé chercher des grosses cotes d'écoute. À part le hockey qui a fait comme 4 millions de cotes d'écoute aux États-Unis, c'est fantastique. C'est beau pour notre sport national, mais pour la lutte, pendant que MOC dit que Christian va arriver dans Judgment Day. Non, à Judgment Day, il n'y a pas de... Non, parce que tout le monde est égal. Et si Christian arrivait, il serait déjà au-dessus des autres. Fait qu'ils peuvent pas, faut tous qu'ils soient losers. Égal. Mais bref, c'est pas grave, on en reparlera de ça lundi après la prochaine révision de Raw. C'est comme ça que se termine cette révision estivale. Je vous rappelle que si vous voulez nous voir, moi et toute la gang de C'est juste de la lutte, on va être au Stade Canac ici, Mère Nature et les petits Jésus de la lutte peuvent juste nous garder la température belle. Donc, on sera au Stade Canac ce samedi pour Golden Opportunity, le show de la NSPW. On sera là dans le tailgate dans le stationnement du Stade Canac. Donc, en fin d'après-midi, avant le show. Donc, si vous voulez nous voir, on sera là. Et on espère, comme on dit, que la température va être belle pour voir Pee Wee affronter Lou O'Farrell, entre autres. Et Matt Falco contre Matt Angel et Gresham face à Marco Estrada. Ça va être fantastique. Donc, j'espère que ça va tenir et qu'on va pouvoir recevoir ce samedi. Donc, je vous invite, si vous êtes dans le coin, si vous avez le goût d'aller voir ce gala de lutte, on sera là. Et sinon, pour nous, on va se retrouver lundi pour une autre révision des comptes de Raw. Probablement, ça va être la seule la semaine prochaine en direct, parce que là, c'est la fin des classes, c'est la fin de l'année. C'est complètement fou. Et maintenant, je suis rendu un papa baseball. Alors, c'est très compliqué. L'horaire, la semaine prochaine, va être hyper chargé, donc on sera en direct seulement lundi, mais il y aura peut-être des révisions, puis après, c'est les vacances, puis après, c'est toute la patente. Fait que, bref,
On est en mode estival, mais on va continuer à suivre. Donc, je vous invite à vous abonner à tous les réseaux sociaux de la révision des comptes ou Benny is Money sur toutes les plateformes Instagram, Twitter, Facebook pour suivre toute l'actualité et suivre tout ce qui se passe et savoir quand je suis en direct. Daniel qui dit on va se voir, c'est sûr, fantastique. Venez, venez nous rencontrer, venez ce soir, on va être là, prendre une bière avec vous. Et en espérant, comme Daniel dit, que la température soit belle. Donc, si vous êtes là, venez nous voir. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end. Ça s'en vient bientôt. On aura Forbidden Door qui s'en vient. Et ensuite, même Money in the Bank, on n'est pas si loin de Money in the Bank. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et je vous dis à lundi pour une autre révision des comptes. Mais surtout, restez actifs. Benny is money, aye. Benny